Donc ce que je vais faire aujourd'hui, donc vous avez suivi l'exposé de Rachid hier sur la réalité virtuelle. Ce que je veux faire moi, c'est donner quelques détails, des petits détails sur la génération des images de synthèse, parce que quand on fait de la réalité virtuelle, et on met un masque par exemple, et sur le masque, c'est des images de synthèse qui sont calculées. Donc on va voir un peu comment sont calculées. En gros, on ne va pas détailler, parce que ici, donc, IVAR n'est pas une conférence, comme l'a dit Rachid hier, c'est une école de printemps, et donc je ne vais pas trop détailler non plus, c'est des domaines très très vastes. Par contre, donc il faut savoir que vous pouvez avoir téléchargé, c'est possible. Donc alors, les 40 livres, c'est sur l'informatique graphique, computer graphics en anglais, c'est-à-dire comment générer des images de synthèse, comment créer des mondes virtuels, je vais en parler tout à l'heure, mais aussi sur la vision par ordinateur, sur le traitement d'images, sur les mathématiques qu'on utilise, parce que dans le domaine du rendu, c'est-à-dire la génération d'images de synthèse, on peut utiliser beaucoup de maths, très intéressant. Que ce soit la réalité virtuelle, la vision par ordinateur, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, ou l'informatique graphique, c'est-à-dire le rendu, on peut utiliser différentes choses, beaucoup de mathématiques différentes, ou bien les technologies aussi, c'est un mélange, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai donc donné tous les livres à Raphaël, ou sinon, vous pouvez m'envoyer un mail ici, d'accord, et puis moi je vous enverrai tout ça. Et puis voilà, on pourra discuter aussi après cet exposé. Donc voilà, donc je vais introduire tout ça, je vais rapidement introduire la réalité virtuelle, puis après j'insisterai un petit peu sur l'informatique graphique, computer graphics en anglais. Alors, mais avant d'introduire, quand on fait de l'informatique graphique, on génère des mathématiques, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut accélérer les calculs, donc il y a des techniques de structuration de scènes, peut-être un petit peu. Il y a aussi du parallélisme, faire utiliser les cartes graphiques, le GPU, le Graphics Processing Unit, les cartes graphiques, etc. Et surtout le réalisme. Parce que quand on calcule l'image de synthèse, en fait, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une image. C'est quoi la lumière? Que perçoit l'œil? D'accord? En fait, il perçoit la lumière, c'est un spectre. C'est plusieurs longueurs d'onde qui sont mélangées. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut générer des images qu'on va afficher sur un écran, c'est-à-dire rouge, vert, bleu. Donc c'est tout un domaine, donc l'informatique graphique, qui est très très lié à la vision par ordinateur et aussi à la réalité virtuelle. Donc par exemple ici, voilà, c'est un monde naturel qu'on crée. Hein, c'est des plantes, des fleurs, etc. Ici par exemple, regardez, c'est un canyon. En bas, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors là, ce qu'on voit ici, vous voyez, donc ça, on voit ce faisceau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la poussière à l'intérieur, un équivalent de poussière. Donc la lumière va traverser cette poussière-là, elle va diffuser un peu partout. C'est des particules qui vont diffuser la lumière dans toutes les directions. C'est-à-dire diffuser comme ça. Donc voilà, donc, là, on sait calculer ça maintenant. On sait calculer ça avec des techniques de rendu. Là, par exemple, vous avez donc les fogs, les brouillards. Là, par exemple, regardez, la peau qu'on voit à droite ou à gauche, la peau, si on n'applique pas certaines techniques, on ne peut pas avoir quelque chose qui ressemble à une peau réelle. C'est-à-dire que la lumière va pénétrer dans la peau, va être réfléchie dans la peau et va ressortir. J'en parlerai tout à l'heure. En anglais, on appelle ça subsurface scattering. En français, on dit c'est la diffusion sous-surfacique. Donc ça, donc là, j'y reviendrai. Ça, d'après vous, là, est-ce que c'est une image réelle ou virtuelle? Voilà. Pose la question. Alors, photographe. Il a dit photographie. Préfère. Non, réel. Et notez, réel. Alors là, regardez. Ce qui est réel, c'est pas le pont ni l'eau. C'est artificiel. Non, ce qui est réel, c'est au fond, le bâtiment au fond. Donc, vous voyez, ce qu'on arrive à faire, ça c'est des étudiants à moi qui ont fait ça. Donc, vous voyez, donc là, le pont, en fait, a été modélisé, j'en parlerai tout à l'heure, la géométrie. Et puis, vous regardez, quand on voit le pont, il est un peu sale. Mais en fait, c'est une image qu'on va plaquer quand on dit modéliser, c'est-à-dire représenter le pont par une suite de triangles, par exemple. D'accord? Ce qu'on appelle un maillage. Et puis après, on va plaquer sur ces triangles-là une photo de quelque chose de sale. On appelle ça une texture. D'accord? On va plaquer une texture. Et après,
Après, quand on va, vous voyez, les sources de lumière que vous voyez ici, elles sont artificielles. Donc on va calculer l'éclairage. Ces sources vont éclairer le pont qui va réfléchir dans toutes les directions de la lumière. Hein. Et puis après, on arrête de réfléchir. Après, on calcule l'image de synthèse en plaçant une caméra. J'en parlerai tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est réaliste. L'eau, c'est aussi virtuel parce qu'elle est générée. Donc l'image de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On prend un maillage d'un ensemble de triangles, on va perturber les maillages pour que ce soit des petites... Et puis après, on va dire que l'eau, elle est très réfléchissante, l'eau. Hein, elle est transparente et réfléchissante. Donc ça, c'est très important. On appelle ça, on choisit une représentation des matériaux, genre on va dire tout à l'heure. Vous voyez, donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a représenté le pont avec de la géométrie, on appelle ça la modélisation. On a plaqué des images sales pour avoir l'air, pour avoir l'impression d'avoir un pont sale. D'accord? Et puis après, on a posé des sources de lumière, mais on a calculé par contre l'éclairage. L'éclairage, c'est pas uniquement l'éclairage direct, qui va, par exemple, le néant éclaire le sol, qui va réfléchir la lumière vers le plafond, qui réfléchit partout. D'accord? Et ça, on le calcule. On appelle ça des multiples réflexions. Hein? Donc, et puis après, vous voyez, donc ça paraît naturel. Le fond, là-bas, il est réel, donc on mélange. Donc l'informatique graphique permet de faire des images de synthèse. C'est très utilisé dans les films, par exemple, maintenant, les films réels. Les films, on peut mettre beaucoup de virtuel dans les films. Parce qu'on arrive à générer des images de synthèse qui représentent la réalité. Je vais y revenir. Donc voilà. Là aussi, c'est le même problème. Le pont est virtuel, la mer est virtuelle. Voilà. Ça, c'est aussi virtuel. Hein. C'est dans un musée parisien. Donc il y a ça. Donc on a reconstruit ça. Et on a géré l'éclairage. L'éclairage réaliste, c'est-à-dire multiples réflexions, etc. Voilà, ça. Voilà. Donc voilà, quel est le plan de mon exposé, très rapidement. Alors des fois, je passerai très vite parce que je n'aurai pas le temps. Donc je commencerai par introduire très rapidement CG, c'est Computer Graphics. Je vais très rapidement parler de réalité virtuelle, résumer très rapidement ce qu'a dit Rachid hier. Et puis après, je peux parler un peu de la réalité augmentée, augmented reality. Hein. Donc j'ai travaillé un petit peu sur ça. Je suis pas un grand spécialiste par rapport à d'autres équipes, mais je dirais deux mots. Pourquoi je vais introduire la réalité virtuelle et la réalité augmentée? C'est pour introduire le graphique. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de générer des images de synthèse? Oui, dans ces cas-là. C'est pour ça que je vais parler de ça rapidement. Donc voilà, j'introduis. Donc qu'est-ce que c'est donc l'informatique graphique, hein? Je commence par ça. C'est donc quand on voit ici, pour faire de l'informatique graphique, premièrement, est-ce qu'il est mon petit pointeur, voilà, pointeur ici, on génère, alors vous pouvez m'interrompre, hein, on génère un modèle géométrique de la scène. D'accord? C'est quoi une scène? Un objet géométrique, c'est utilisé par des sphères, des cylindres, des polygones, un maillage, c'est-à-dire une suite de triangles, et on va créer une géométrie d'objets. Alors, c'est pas suffisant. D'accord? Pourquoi c'est pas suffisant, Philippe? Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, Raphaël? Voilà. Ce qu'a dit Raphaël, c'est qu'il faut donner, associer à tous les objets une apparence. C'est-à-dire, par exemple, dire de quel matériau il s'agit. Est-ce que de l'aluminium? Est-ce que du plastique? C'est rouge? C'est vert? Ça réfléchit beaucoup ou pas beaucoup, la lumière? D'accord? Donc ça, on appelle ça l'apparence. Le type de matériau qui compose un objet. Donc c'est ce qui est marqué là. D'accord? Signing appearance. Hein? Et troisièmement, une fois qu'on a tout ça, et tous ces objets-là, associés avec leur apparence, sont placés dans un repère 3D, 3 dimensions. Et puis après, une fois qu'on a ça, on va placer une caméra, on verra tout à l'heure un peu plus de détails, virtuelle, comme un appareil photo. Hein, vous placez et vous dites à l'appareil photo de capturer l'image de la scène 3D. Et c'est là, calculer l'image de la scène 3D est appelé rendering en anglais, ou technique de rendu. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de travaux où on veut faire appliquer une technique de rendu qui est la plus réaliste possible, c'est-à-dire qui prend en compte les multiples réflexions. Les multiples réflexions, il n'y a pas que des réflexions. Il y a des réflexions sous-surfaciques à l'intérieur, comme la peau, ici. D'accord? Ou bien dans un volume, par exemple une fumée.
un feu, un brouillard, etc. Donc ça, c'est les techniques de rendu. Il y a eu beaucoup de travaux qui utilisent des techniques déterministes ou des techniques, on appelle ça stochastiques, où il y a beaucoup d'aléatoires, hein, on verra ça tout à l'heure, etc. Donc vous pouvez m'interrompre, hein, vous voulez. Donc, on continue. Donc, voilà. Oui. Oui, tu as raison. Voilà, exactement. Merci, alors, il reste l'animation. L'animation, c'est quoi? L'animation, vous pouvez faire bouger un objet, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Lorsque l'objet, à l'instant T, est à une certaine position, on va calculer l'image de synthèse, d'accord, de cet environnement 3D par des techniques de rendu. Après, si l'objet bouge, elle bouge, on va recalculer, d'accord? Ou bien déplacer la caméra. On déplace la caméra, on calcule l'image, on déplace, calcule l'image. On a une séquence d'images, ça nous fait une vidéo. Donc là, on fait de l'animation. Ce que vous voyez dans les films 3D, etc., c'est comme ça que ça passe. D'accord? Donc, voilà les différentes choses qu'on fait donc, pour faire de... Alors là, vous avez un organique, un truc rapide que j'ai fait. Ici, regardez. Ça, c'est le moteur de rendu. Je crois que, Rafir, tu as commencé un peu à faire ça, non? Pour un groupe. Oui, mais tiens. Donc Rafir, donc, pour un groupe, tu vas le faire pour l'autre groupe. Hein? D'accord. Tu vas le faire pour nous aussi. Ouais. Rafir connaît bien ça, donc vous allez faire, manipuler ça avec Unity. Hein, Unity donc. Mais là, ce qu'on va voir, c'est vraiment comprendre comment ça se passe. Avec Unity, vous avez utilisé Unity pour générer des images de synthèse, passer les caméras, hein, tu crées des objets aussi, d'accord. Et voilà. Alors là, regardez, là, c'est ça le moteur de rendu et d'animation. Ok? Donc on a dit, on va regarder un peu comment ça marche tout à l'heure. Okay. Alors, il a besoin de quoi? Il a besoin de la géométrie de la scène, le modèle géométrique. Il a besoin aussi de le modèle d'apparence, c'est-à-dire spécifier le type de matériaux qui composent ces objets-là. Hein, tout à l'heure, c'est du métal, du plastique, un volume, d'accord? Ou bien un objet sur lequel on va plaquer une image qui est une texture, etc., etc. D'accord? Et puis une fois qu'on a ça, on peut générer des images de synthèse. Okay? Voilà, ça c'est l'image de synthèse. Mais si on veut faire de la réalité virtuelle, comme l'a dit Rachid, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? Premièrement, on met un masque. Par exemple, on n'est pas obligé de mettre un masque, tu m'as dit, dans la cave. Okay? Mais souvent, maintenant, on a quand même un masque. Pourquoi? Parce qu'on est immergé dans le monde virtuel. Un masque, c'est quoi? Rachid, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Un masque, un head-mounted display, en anglais. Et là, vous générez des images dans chaque œil. D'accord? Alors, Rachid nous a parlé aussi, on peut générer deux images différentes, décalées. Vous avez une caméra qui calcule l'image de droite, et vous décalez un peu pour calculer l'image de gauche. Et vous avez deux images, ces images sont calculées par ça, le moteur de rendu. Donc le moteur de rendu, quand il va calculer les images, il va les générer, les afficher sur les deux, qu'on appelle ça, sur les deux petits écrans qui correspondent les écrans du casque. D'accord? Et quand vous avez des images décalées, vous avez la notion de profondeur. Hein? Depth en anglais. Hein? Donc voilà. Donc là, on peut faire ça. Donc ici, vous êtes immergé dans un monde virtuel grâce aux techniques qui vous permettent de rendre des images en stéréo, les deux. D'accord? Et après, une fois que vous avez ça, par exemple, ce qu'a dit hier, c'est que vous avez la notion d'avatar. J'y reviendrai tout à l'heure. Avatar, c'est quoi? On va représenter l'être humain qui a un casque, on peut le représenter en 3D. Donc c'est un modèle 3D que vous allez rajouter à la scène. D'accord? Et que, voilà, et quand vous bougez, ce modèle 3D va bouger. Donc ce qu'on peut faire même, on peut même faire en sorte que l'avatar puisse marcher comme l'utilisateur réel. Alors comment on fait? En fait, on peut capturer le mouvement de la personne réelle, et puis après, on capture le mouvement, et puis après, on va déplacer l'avatar, c'est-à-dire l'objet 3D qui représente l'objet réel, il va marcher comme lui, il va se déplacer en gros.
Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc la capture de mouvement, c'est aussi un autre domaine de l'informatique graphique, etc. Un autre domaine. Alors, une fois qu'on a ça, voilà, ça c'est la réalité virtuelle. Grâce au rendu, on peut générer des images de synthèse, affichées sur le casque, d'accord? On peut se déplacer, quand on se déplace. Alors qu'est-ce qui se passe? Je voudrais poser la question. Quand je me déplace, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je vais faufiler. Voilà, ce qu'a dit, quand on bouge comme ça, d'accord, ben, la caméra virtuelle qui va calculer l'image du monde virtuel, elle va bouger. Si je fais comme ça, elle va tourner, d'accord, etc. Donc tout ça, c'est pas très compliqué. Hein, donc, on a une caméra virtuelle, on va le voir. Alors voilà, peut-être que je vais mettre là, oui. Donc voilà ici, donc après, qu'est-ce que c'est là? Ici, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur, hein, la réalité augmentée, pardon. Qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? C'est un mélange du réel et du virtuel. Alors là, il y a beaucoup de travaux, on a travaillé un tout petit peu. Comment on pourrait faire de la réalité augmentée, par exemple? Si je prends par exemple des images réelles de cette scène-là, une scène, je peux reconstruire en 3 dimensions la scène. Je peux même estimer un peu le flux lumineux émis par les sources de lumière. Alors, pourquoi je suis intéressé par estimer le flux lumineux d'après vous? Monsieur Chantal? Pourquoi je reconstruis en 3 dimensions, j'estime le flux lumineux? Monsieur Hamdaoui? Là, c'est pour mélanger le réel et le virtuel, c'est-à-dire que je prends un objet virtuel, je le mets avec l'objet virtuel, réel dont j'ai modélisé, que j'ai modélisé en 3 dimensions, hein, que j'ai reconstruit en 3 dimensions. Après, je vais éclairer l'objet virtuel par cette source réelle que j'ai estimée. C'est toujours pour atteindre le plus vite possible et le plus précisément possible le réalisme, le mélange de réel et virtuel. Donc voilà, et ça on sait le faire. On sait le faire et tout le monde peut le faire, les jeunes qui sont là. Donc voilà. Donc ça, donc on a le mélange, voilà, donc ça c'est un virtuel et ça c'est du réel. Okay. Voilà. Donc là je vais rapidement, puisque Rachid a discuté, donc ça ce que vous voyez, donc je ne vais pas trop insister, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? C'est-à-dire c'est un système qui va vous permettre d'être immergé dans un monde virtuel, c'est comme vous y étiez dedans, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que l'immersion? C'est comme, voilà, ce que j'ai dit, c'est comme vous pensez que vous êtes immergé, vous êtes dans un monde virtuel où vous bougez. Là, donc ça aussi, c'est un collègue, Rachid, c'est un collègue à toi qui a fait ça. Voilà, parti Bordeaux, que je connais personnellement, hein, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein, donc c'est un collègue à Rachid. Et donc c'est lui qui a fait donc, ce transparent-là. Donc voilà, donc la partie ici réelle et la partie virtuelle. Donc vous voyez ici, dans la partie réelle, on peut créer des avatars de la personne, des avatars d'objets. D'accord? Et ces avatars-là, ce sont des objets virtuels qui représentent soit des objets réels, soit de l'utilisateur réel. D'accord? Et voilà, donc ici. Et ce qui est bien, c'est que dans le monde réel, on peut, grâce à des systèmes, essayer de faire bouger des objets virtuels. Donc là, je n'insiste pas, c'est Achille qui en a parlé hier. Donc voilà, en gros, pour la réalité augmentée, donc je vous ai dit qu'on mélange le réel et le virtuel ici. Vous savez, ici, par exemple, ici vous avez des images réelles, ici, et vous avez le moteur de rendu ici qui utilise la géométrie et l'apparence pour générer des images de synthèse qui sont mélangées avec les images réelles, hop, et on peut calculer, ça c'est du réel, et ça c'est le mélange. Là aussi, là. Donc voilà, les applications. Alors, je vais vite aussi, hein, je crois qu'hier, Rachid en a parlé, il y a tous les domaines maintenant utilisent la réalité virtuelle et le graphique dans tous les domaines, médecine, les jeux vidéo, fabrication, etc. Donc c'est vraiment très utilisé. Ici, l'architecture aussi, quand on construit un immeuble, une maison,
Donc on peut par exemple construire, faire tout ce qui est les murs, puis après au niveau peinture, une source de lumière, où est-ce qu'il faut placer des sources de lumière pour que notre maison, notre immeuble soit bien éclairé. Alors comment on fait? On peut simuler tout l'éclairage. D'accord? On peut placer des sources et simuler l'éclairage et on peut afficher des images de cet immeuble, de cette maison, et dire c'est bien ou pas bien, il faut changer les sources de position ou de puissance, ou même le spectre qui a une relation avec la couleur des sources de lumière. Voilà, donc alors là c'est les militaires. Les militaires, ou bien la médecine, comme je l'ai dit, c'est très très utile. Alors dans le graphique, vous savez, on sait calculer des images de synthèse d'images médicales. C'est-à-dire que vous prenez un scanner calcule des tranches, d'accord? Vous assemblez toutes ces tranches qui sont des images, vous avez une image 3D. Donc on est très facilement capable de se balader dans un organe, par exemple ici, générer des images et voir. Et c'est assez rapide. Donc on peut faire ça. Pour la médecine, donc ça sert énormément. Okay. Alors, je continue. Donc c'est toujours des petits détails sur la réalité augmentée. Hein. Donc c'est comme ce qui est important ici, c'est comme si, par exemple, ça fait en sorte que l'utilisateur et le monde virtuel, en fait, ils cohabitent, ils coexistent. Ils coexistent, et ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, les transparencies, je vous l'ai dit ici, je pourrais, Raphaël, te les laisser aussi, comme ça, tu pourras donner... j'ai une clé USB, vous pourrez aussi les récupérer. D'accord? Alors, on continue. Voilà. Là, j'arrive au graphique. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Juste 20 minutes. Plus. Hein? Ah, ça va. Vers les 45 minutes. Ah ben c'est bien, c'est bien. Donc voilà, le graphique. Maintenant, je reviens à la graphique. Donc, moi, je suis spécialiste de computer graphics, hein, même si j'ai fait un peu de vision d'ordinateur. Je ne suis pas spécialiste de réalité virtuelle. Mais donc voilà, je vais rapidement introduire un peu le graphique. Hein. Donc il y a trois parties. La modélisation, c'est-à-dire comment créer la géométrie des objets et les placer dans un repère en 3 dimensions. Deuxièmement, le modèle d'apparence. Ouais. 30 minutes. 30 minutes, 31 minutes. 30 minutes, c'est. Donc je vais accélérer. Voilà. Donc ici, donc, la modélisation, premièrement. Les modèles d'apparence, rappelez-vous bien, c'est-à-dire comment un objet est fait. Est-ce que du plastique, du métal, est-ce que c'est un milieu volumique, comme la fumée, etc. On a besoin de tout ça pour calculer l'interaction entre la lumière et ces objets-là. D'accord? Et troisièmement, une fois qu'on a ça, il faut appliquer une technique de rendu. On va rendu, c'est-à-dire qu'il faut placer une caméra virtuelle et capter un petit peu, faire de la simulation d'éclairage, on dit ça, calculer le rendu. Et là, je vais y revenir. Rendu, c'est-à-dire calculer une image 2D, ce monde virtuel, capturé par une caméra qu'on place dans ce monde 3D. D'accord? Et voilà, donc on commence par la modélisation. La modélisation, vous savez tous, une sphère est une sphère, rayon plus centre. Le centre est placé dans un repère 3D. Vous avez par exemple un polygone, un triangle, défini par ses sommets. Donc ces sommets, les coordonnées des sommets, etc. On peut faire générer des objets très complexes, par exemple, des surfaces comme ça. On appelle ça les B-splines, par exemple. On appelle ça les B-splines, hein, une surface comme ça. On a une équation qui vous donne cette surface-là. Donc on peut créer des objets assez compliqués au niveau de la forme. Okay. Donc, et puis après, regardez, ici, ce qui est bien, je vous montrerai tout à l'heure une image faite par un de mes étudiants il y a longtemps. On a créé donc un langage, on appelle ça des L-systems, des FL, Functional L-systems, c'est-à-dire qu'en fait, on définit une grammaire, et puis après, on écrit la géométrie, hein, un programme, la géométrie, et puis après, hop, ça génère à 3D, quand je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le split, surface compliquée, le maillage, mesh, maillage,
C'est-à-dire que, regardez, si vous avez une surface compliquée comme ça, des fois pour les calculs de l'image de synthèse, c'est très coûteux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'approcher par des petits triangles, la surface. Donc on effectue un maillage, d'accord? Parce que générer des images d'un triangle, c'est très rapide, hein, d'accord? Et donc on a fait un maillage, et puis après on génère une image de synthèse. Okay? Ça c'est le système dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, on continue. Donc voilà, vous avez un exemple ici de scène définie par des triangles. Vous voyez, ici on peut avoir 372 millions de triangles, etc., etc. Et ici, par exemple, vous savez, ça c'est, je crois que c'est la ville de Pompéi en Italie. Hein, Pompéi, j'ai une vidéo, mais je ne sais pas si je vais... Donc Pompéi, et donc, attendez, je vais essayer de voir un peu si je peux... Alors, je vais essayer de passer un peu. Ah oui, oui. Sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, cette ville, là, il y a la géométrie ici. Pompéi, on va avancer un petit peu. Vous voyez, donc regardez, on crée la géométrie avant. Hein, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de matériau. C'est la géométrie. Puis après, on va associer à chaque objet, c'est-à-dire un triangle, un rectangle, formant donc. Et puis après, on a, vous voyez, donc les couleurs que vous voyez ici sur le toit, c'est des textures qu'on va plaquer sur tous ces objets géométriques. Et après, d'accord, on va faire du rendu. Ouais. Vous voyez, donc on a toute la ville de Pompéi. Voilà. Continue. Voilà, ici, par exemple, c'est pas nous qui avons fait ça, mais c'est quelqu'un qui a modélisé une ville complète avec tous ces bâtiments-là. Vous voyez. Alors là, ça, c'est des bâtiments d'une place de Rennes où j'habite. Et là, vraiment, je vous ai parlé de L-System, il y a fait L-System, d'accord? L-System ont permis de générer ces bâtiments-là. On peut choisir, par exemple, pour chaque façade, tant de fenêtres, de telle taille, de telle forme, de telle couleur, etc., etc. Vraiment, en programmant. Et ça génère la géométrie et aussi l'aspect, c'est-à-dire l'apparence. L'apparence, c'est-à-dire, est-ce que c'est rouge, réfléchissant, pas réfléchissant, etc. Okay? Donc voilà, c'est ça, vous voyez, ici, ce que vous voyez en haut, vous voyez, donc il suffit de changer les paramètres, même si vous avez les mêmes règles de grammaire. Hein, okay? Et vous générez donc la géométrie, et voilà, donc ça peut vous donner ça. Ça a été aussi généré par des L-systems. Donc tout ça, c'est créer des objets, et aussi, dans ce cas-là, associer un peu leur apparence simple, hein, c'est-à-dire la couleur, texture, c'est-à-dire image qu'on plaque sur un objet, etc. Voilà, ça aussi, là, c'est des surfaces un peu plus compliquées, hein, on appelle les spleens. Donc vous allez faire, manipuler ça avec Unity. Hein, Unity donc. Mais là, ce qu'on va voir, c'est vraiment comprendre comment ça se passe. Avec Unity, vous avez utilisé Unity pour générer des images de synthèse, passer la caméra, hein, tu crées des objets aussi, d'accord. Et voilà, alors là, regardez, là, c'est ça le moteur de rendu et d'animation. Ok? Donc on a dit, on va regarder un peu comment ça marche tout à l'heure. Okay. Alors, il a besoin de quoi? Il a besoin de la géométrie de la scène, le modèle géométrique. Il a besoin aussi de le modèle d'apparence, c'est-à-dire spécifier le type de matériaux qui composent ces objets-là. Hein, tout à l'heure, c'est du métal, du plastique, un volume, d'accord? Ou bien un objet sur lequel on va plaquer une image qui est une texture, etc., etc. D'accord? Et puis une fois qu'on a ça, on peut générer des images de synthèse. Okay? Voilà, ça c'est une image de synthèse. Mais si on veut faire de la réalité virtuelle, comme l'a dit Rachid, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? Premièrement, mettre un masque. Par exemple. On n'est pas obligé de mettre un masque, tu m'as dit, dans la cave.
Okay. Mais souvent, maintenant, on a quand même un masque. Pourquoi? Parce qu'on est immergé dans le monde virtuel. Un masque, c'est quoi? Rachid, si des bêtises, tu m'arrêtes. Un masque, un head-mounted display en anglais, et là, vous générez des images dans chaque œil. D'accord. Alors, Rachid en a parlé aussi, on peut générer deux images différentes, décalées. Vous avez une caméra qui calcule l'image de droite, et vous décalez un peu pour calculer l'image de gauche. Et vous avez deux images, ces images sont calculées par ça, le moteur de rendu. Donc le moteur de rendu, quand il va calculer les images, il va les générer, les afficher sur les deux, qu'on appelle ça, sur les deux petits écrans qui correspondent aux écrans du casque. D'accord. Et quand vous avez deux images décalées, vous avez la notion de profondeur, hein, depth en anglais. Hein. Donc voilà. Donc là, on peut faire ça. Donc ici, vous êtes immergé dans un monde virtuel grâce aux techniques qui vous permettent de rendre des images en stéréo, les deux. D'accord. Et après, une fois que vous avez ça, par exemple, ce qu'a dit hier, c'est que vous avez la notion d'avatar. J'y reviendrai tout à l'heure. Avatar, c'est quoi? On va représenter l'être humain qui a un casque, on peut le représenter en 3D. Donc c'est un modèle 3D que vous allez rajouter à la scène. D'accord. Et que, voilà, et quand vous bougez, ce modèle 3D va bouger. Donc ce qu'on peut faire même, on peut même faire en sorte que l'avatar puisse marcher comme l'utilisateur réel. Alors comment on fait? En fait, on peut capturer le mouvement de la personne réelle, et puis après, on capture le mouvement, et puis après, on va déplacer l'avatar, c'est-à-dire l'objet 3D qui représente l'objet réel, il va marcher comme lui, il va se déplacer en gros. Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc la capture de mouvement, c'est aussi un autre domaine de l'informatique graphique, etc. Un autre domaine. Alors, une fois qu'on a ça, voilà, ça c'est la réalité virtuelle. Grâce au rendu, on peut générer des images de synthèse affichées sur le casque, d'accord. On peut se déplacer, quand on se déplace. Alors qu'est-ce qui se passe? Je voudrais poser la question. Quand je me déplace, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je suis à force. Voilà, ce qu'a dit, quand on bouge comme ça, d'accord, ben, la caméra virtuelle qui va calculer l'image du monde virtuel, elle va bouger. Si je fais comme ça, elle va tourner, d'accord, etc. Donc tout ça, c'est pas très compliqué. Hein, donc, on a une caméra virtuelle, on va le voir. Alors voilà, peut-être que je vais me mettre là, oui. Donc voilà ici, donc après, qu'est-ce que c'est là? Ici, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur, hein, la réalité augmentée, pardon. Qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? C'est un mélange du réel et du virtuel. Alors là, il y a beaucoup de travaux, on a travaillé un tout petit peu. Comment on pourrait faire de la réalité augmentée, par exemple? Si je prends par exemple des images réelles de cette scène-là, une scène, je peux reconstruire en 3 dimensions la scène. Je peux même estimer un peu le flux lumineux émis par les sources de lumière. Alors, pourquoi je suis intéressé par estimer le flux lumineux d'après vous? Monsieur Jean-Pierre. Pourquoi je reconstruis en 3 dimensions, j'estime le flux lumineux? Monsieur Hamdaoui. Là, c'est pour mélanger le réel et le virtuel, c'est-à-dire que je prends un objet virtuel, je le mets avec l'objet virtuel, réel dont j'ai modélisé, que j'ai modélisé en 3 dimensions, hein, que j'ai reconstruit en 3 dimensions. Après, je vais éclairer l'objet virtuel par cette source réelle que j'ai estimée. C'est toujours pour atteindre le plus vite possible et le plus précisément possible le réalisme, le mélange de réel et virtuel. Donc voilà, et ça on sait le faire. On sait le faire et tout le monde peut le faire, les jeunes qui sont là. Donc voilà. Donc ça, donc on a le mélange, voilà, donc ça c'est un virtuel et ça c'est du réel. Voilà. Donc là je vais rapidement, puisque Rachid a discuté, donc
Ça, ce que vous voyez, donc je ne vais pas trop insister. Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? C'est-à-dire, c'est un système qui va vous permettre d'être immergé dans un monde virtuel. C'est comme vous y étiez dedans, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que l'immersion? C'est que c'est comme, voilà, ce que j'ai dit, c'est comme vous pensez que vous êtes immergé, vous êtes dans un monde virtuel où vous bougez. Là, donc ça aussi, c'est un collègue, Rachid, c'est un collègue à toi qui a fait ça. Voilà, parti de Bordeaux, que je connais personnellement, hein, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein, donc c'est un collègue à Rachid. Et donc c'est lui qui a fait donc, ce transparent-là. Donc voilà, donc la partie ici réelle et la partie virtuelle. Donc vous voyez ici, dans la partie réelle, on peut créer des avatars. Des avatars de la personne, des avatars d'objets. D'accord? Et ces avatars-là, ce sont des objets virtuels qui représentent soit des objets réels, soit de l'utilisateur réel. D'accord? Et voilà, donc ici. Et ce qui est bien, c'est que dans le monde réel, on peut, grâce à des systèmes, essayer de faire bouger des objets virtuels. D'accord? Donc là, je n'insiste pas, c'est Achille qui en a parlé hier. Donc voilà, en gros, pour la réalité augmentée, donc je vous ai dit qu'on mélange le réel et le virtuel ici. Vous savez, ici, par exemple, ici vous avez des images réelles, ici, et vous avez le moteur de rendu ici qui utilise la géométrie et l'apparence pour générer des images de synthèse qui sont mélangées avec les images réelles, hop, et on peut calculer, ça c'est du réel, et ça c'est le mélange. Là aussi, là. Donc voilà, les applications. Alors, je vais vite aussi, hein, je crois qu'hier, Rachid en a parlé, il y a tous les domaines maintenant utilisent la réalité virtuelle et le graphique dans tous les domaines, médecine, les jeux vidéo, fabrication, etc. Donc c'est vraiment très utilisé. Ici, alors l'architecture aussi, vous savez, quand on construit un immeuble, une maison, donc on peut par exemple faire tout ce qui est les murs, puis après au niveau peinture, une source de lumière, où est-ce qu'il faut placer des sources de lumière pour que notre maison, notre immeuble soit bien éclairé. Alors comment on fait? On peut simuler tout l'éclairage. D'accord? On peut placer des sources et simuler l'éclairage et on peut afficher des images de cet immeuble, de cette maison, et dire c'est bien ou pas bien, il faut changer les sources de position ou de puissance, ou même le spectre qui a une relation avec la couleur des sources de lumière. Voilà, donc alors là c'est les militaires. Les militaires, ou bien la médecine, comme je l'ai dit, donc c'est très utile. Alors dans le graphique, vous savez, on sait calculer des images de synthèse d'images médicales. C'est-à-dire que vous prenez un scanner calcule des tranches, d'accord? Vous assemblez toutes ces tranches qui sont des images, vous avez une image 3D. Donc on est très facilement capable de se balader dans un organe, par exemple ici, générer des images et voir. Et c'est assez rapide. Donc on peut faire ça. Pour la médecine, donc ça sert énormément. Okay. Alors, je continue. Donc c'est toujours des petits détails sur la réalité augmentée. Hein. Donc c'est comme ce qui est important ici, c'est comme si, par exemple, ça fait en sorte que l'utilisateur et le monde virtuel, en fait, ils cohabitent, ils coexistent. Ils coexistent, et ça, c'est très intéressant. Alors, les transparencies, je vous l'ai dit ici, je pourrais, Raphaël, te les laisser aussi, comme ça, tu pourras donner... j'ai une clé USB, vous pouvez aussi les récupérer. D'accord? Alors, on continue. Voilà. Là, j'arrive au graphique. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste. Juste 20 minutes. Plus, hein? Ah, ça va. Perdez les 45 minutes. Ah ben c'est bien, c'est bien. Donc voilà, le graphique. Maintenant, je reviens à la graphique. Donc, moi, je suis spécialiste de computer graphics, hein, même si j'ai fait un peu de vision d'ordinateur. Je ne suis pas spécialiste de réalité virtuelle. Mais donc voilà, je vais rapidement introduire un peu le graphique. Hein. Donc il y a trois parties. La modélisation, c'est-à-dire comment créer la géométrie des objets et les placer dans un repère en 3 dimensions. Deuxièmement, le modèle d'apparence. Ouais, 30 minutes. 30 minutes, 31 minutes. 30 minutes, c'est
Donc je vais accélérer. Voilà. Donc ici, donc, la modélisation, premièrement, les modèles d'apparence, rappelez-vous bien, c'est-à-dire comment un objet est fait. Est-ce que du plastique, du métal, est-ce que c'est un milieu volumique, comme la fumée, etc. On a besoin de tout ça pour calculer l'interaction entre la lumière et ces objets-là. D'accord? Et troisièmement, une fois qu'on a ça, ben, il faut appliquer une technique de rendu. On va rendu, c'est-à-dire qu'il faut placer une caméra virtuelle et capter un petit peu, faire de la simulation d'éclairage, on dit ça, calculer le rendu. Et là, je vais y revenir. Rendu, c'est-à-dire calculer une image 2D, ce monde virtuel, capturé par une caméra qu'on place dans ce monde 3D. D'accord? Et voilà, donc on commence par la modélisation. La modélisation, vous savez tous, une sphère est une sphère, rayon plus centre. Le centre est placé dans un repère 3D. Vous avez par exemple un polygone, un triangle, défini par ses sommets. Donc ces sommets, les coordonnées des sommets, etc. On peut faire générer des objets très complexes, par exemple, des surfaces comme ça. On appelle ça les B-splines, par exemple. On appelle ça les splines, hein, une surface comme ça. On a une équation qui vous donne cette surface-là. Donc on peut créer des objets assez compliqués au niveau de la forme. Okay. Donc, et puis après, regardez, ici, ce qui est bien, je vous montrerai tout à l'heure une image faite par un de mes étudiants il y a longtemps. On a créé donc un langage, on appelle ça des L-systems, des FL, Functional L-systems, c'est-à-dire qu'en fait, on définit une grammaire, et puis après, on écrit la géométrie, hein, un programme, la géométrie, et puis après, hop, ça génère à 3D, quand je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le split, surface compliquée, le maillage, maillage. C'est-à-dire que, regardez, si vous avez une surface compliquée comme ça, des fois pour les calculs de l'image de synthèse, c'est très coûteux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'approcher par des petits triangles, la surface. Donc on effectue un maillage, d'accord? Parce que générer des images d'un triangle, c'est très rapide, hein, d'accord? Et donc on a fait un maillage, et puis après on génère une image de synthèse. Okay? Ça c'est le système dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, on continue. Donc voilà, vous avez un exemple ici de scène définie par des triangles. Vous voyez ici on peut avoir 372 millions de triangles, etc., etc. Et ici, par exemple, vous savez, ça c'est, je crois que c'est la ville de Pompéi en Italie. Hein, Pompéi, j'ai une vidéo, mais je ne sais pas si je vais... Bon, donc Pompéi, et donc, attendez, je vais essayer de voir un peu si je peux... Alors, je vais essayer de passer un peu. Ah oui, oui. Sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, cette ville, là, il y a la géométrie ici. Pompéi, on va avancer un petit peu. Voyez, donc regardez, on crée la géométrie avant. Hein, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de matériau. C'est la géométrie. Puis après, on va associer à chaque objet, c'est-à-dire un triangle, un rectangle, formant l'envers. Et puis après, on a, vous voyez, donc les couleurs que vous voyez ici sur le toit, c'est des textures qu'on va plaquer sur tous ces objets géométriques. Et après, d'accord, on va faire du rendu. Vous voyez, donc on a toute la ville de Pompéi. Voilà. Continue. Voilà, ici, par exemple, c'est pas nous qui avons fait ça, mais c'est quelqu'un qui a modélisé une ville complète avec tous ces bâtiments-là. Vous voyez. Alors là, ça c'est des bâtiments d'une place de Rennes où j'habite. Et là, vraiment, je vous ai parlé de L-système, les FL système,
D'accord? L-System ont permis de générer ces bâtiments-là. On peut choisir, par exemple, pour chaque façade, tant de fenêtres, de telle taille, de telle forme, de telle couleur, etc. etc. Vraiment, en programmant. Et ça génère la géométrie et aussi l'aspect. L'aspect, c'est-à-dire l'apparence. L'apparence, c'est-à-dire, est-ce que c'est rouge, réfléchissant, pas réfléchissant, etc. Okay? Donc voilà, c'est ça. Vous voyez, donc ici, ce que vous voyez en haut. Vous voyez, donc il suffit de changer les paramètres, même si vous avez les mêmes règles de grammaire. Okay? Et vous générez donc la géométrie. Et voilà, donc ça peut vous donner ça. Ça a été aussi généré par les L-Systems. Donc tout ça, c'est créer des objets. Et aussi, dans ce cas-là, associer un peu leur apparence simple. Hein, c'est-à-dire la couleur, texture. Texture, c'est-à-dire image qu'on plaque sur un objet, etc. Okay. Voilà, ça aussi, là, c'est des surfaces un peu plus compliquées. Hein, on appelle les spleens. Okay. Le spleen. Souvent, on utilise ce qu'on appelle les p-spleens. Le spine en anglais, c'est la même chose. Hein. Okay. Voilà. Alors là aussi, alors, je ne sais pas, vous ne voyez pas très bien, l'herbe, hein, les étudiants ont créé donc des herbes. Alors, quand vous avez tout un champ, ce qu'on fait en fait, une partie du champ, qu'on appelle patch, une partie, un petit bout comme ça, on va mettre de l'herbe. Ce sont une suite de triangles en fait. Et puis on associe une couleur, une réflectance, et puis après, il faut dupliquer. Mais dupliquer, ça, si vous avez des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de brins d'herbe, ça va coûter cher au niveau rendu. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des techniques, on dit voilà, on a un carreau, on fait une rotation en miroir pour que ça paraisse vraiment comme de l'herbe hein, qui a poussé un peu partout. Et puis après, même au niveau du rendu, vous allez voir ici ce qu'on fait. Voilà, regardez. Ce qu'on fait, c'est que si la caméra se trouve par là, il faut vraiment faire le rendu de ce. Ça, c'est un patch, de la géométrie. Par contre, derrière, regardez, c'est comme si vous avez des tranches, vous avez un volume, d'accord? Un volume, c'est quoi? Imaginez une grille 3D. Hein, une grille 3D. Vous voyez une grille 3D? Et chaque sommet de la grille 3D, on va associer une couleur, une réflectance, et on a des techniques de rendu volumique qui permettent de générer une image de tout ce volume-là. Et derrière, là, on dit, comme c'est loin, on va supposer comme si c'était un truc horizontal, un plan horizontal, vert. Donc voilà, le rendu, c'est quoi? La caméra est là, ça je rends de manière précise, un peu moins précise, et encore moins précise, pour accélérer les calculs. Okay? Alors, voilà l'herbe. Alors là, j'ai une vidéo aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure, donc ça a été fait par un de mes étudiants. D'accord? L'herbe. Une vidéo où on se balade, on va pas regarder. Alors, après, ouais, je vais vous montrer un peu peut-être l'arbre. Les arbres aussi, hein, regardez. Alors voilà. Alors là, je vais vite aussi, regardez bien. Regardez les yeux, ici, hein, les yeux, et la peau ici, la peau. Comment il s'appelle ce film-là? Je ne me rappelle plus. Hein? Oui, en français. C'est le Seigneur des Anneaux. Non, je speak French, Le Seigneur des Anneaux. Là, ici, par exemple, regardez, est-ce que vous voyez la peau? Elle paraît réaliste. D'accord? Alors pourquoi elle paraît réaliste? Parce que, en fait, la peau, pour vraiment, l'apparence, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un modèle de réflectance sous-surfacique. Subsurface scattering, on appelle ça. C'est-à-dire que la lumière va pénétrer à l'intérieur, et elle va être plusieurs fois réfléchie, ça va diffuser à l'intérieur pour ressortir. Donc elle peut rentrer, par exemple, la lumière à ce point-là, elle rentre dans la peau, elle va être réfléchie, et elle sort dans pas mal de directions. La réflexion classique sur un objet qui n'est pas la peau, ça rentre là, et ça ressort, au même endroit. Par contre, ici, ça peut ressortir de plusieurs. Donc pour ça, donc, une peau est représentée par ce qu'on appelle une réflectance sous-surfacique. Alors qu'un objet qui est différent d'un pot, comme n'importe, ici, le sol, là, c'est une réflexion, tout court. Donc ça rentre et ça ressort, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle subsurface scattering.
c'est-à-dire réflexion sur surface. Alors, on continue. Je vous ai dit tout à l'heure que l'apparence est très importante si on veut un réalisme. Ici, par exemple, vous savez, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut calculer l'interaction entre la lumière et la matière, le matériau, la matière. Donc, tout dépend de l'objet qui nous intéresse, d'accord? Donc, chaque fois que vous avez un objet, vous définissez sa géométrie, vous dites de quel matériau il s'agit, ok? Et parce que ça nous permet de voir comment la lumière réagit à la lumière. Hein. Et après, ici, regardez, là, je parle de spectre, d'accord? Quand je parle de spectre, pourquoi? Je connais parmi les jeunes, pourquoi je parle de spectre? Spectre, parce que la lumière, c'est quoi? Voilà, c'est un rapport avec la couleur. Un rapport, c'est un spectre, c'est quoi? C'est un signal. La lumière, c'est quoi qui vient ici? C'est des ondes électromagnétiques, d'accord, qui arrivent. Donc il y a plusieurs longueurs d'onde. Donc on définit ça par un spectre. Okay. Après, l'œil, lui, perçoit tout ce qui est visible, le spectre visible, j'y reviendrai tout à l'heure. Le spectre visible, c'est quoi? C'est que c'est toutes les longueurs d'onde qui vont de 10, par exemple, moins 2 nanomètres, jusqu'à 10 000, 10 puissance 4 nanomètres. Donc tout ça, l'œil va les voir. Il est très fort l'œil par rapport. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc il faut un spectre. Une fois qu'on a, par exemple, un spectre qui réfléchit, on peut le convertir en rouge vers bleu. Parce que nous, on a besoin d'images après. Hein? Donc on a besoin d'images, on convertit par... Tout ça, ça fait partie de l'informatique graphique. Tout ça. Comment l'œil voit les choses, comment il perçoit les choses, on appelle ça la perception visuelle. Par exemple, quand vous voyez un film, une image, est-ce que vous restez fixé comme ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Hein? Oui, ok. Te cligner les yeux. Ah, uniquement ça. Est-ce que vous avez regardé? Oui. Si par exemple on prend un chat et un homme, et qu'il regarde l'image, on va s'apercevoir que le chat, il n'est pas en train de visualiser l'image, il est en train de visualiser les électrons qui bombardent l'image. Il y a une différence entre l'œil du chat et l'œil de l'humain. Oui, d'accord. Et l'homme humain, revenons à l'homme humain. Il a un intervalle, parce que c'est la vitesse de perception n'est pas la même entre le chat et l'homme. Oui. Si on laisse de côté le chat, d'accord, je suis d'accord avec vous. Si on laisse de côté le chat, il reste l'être humain. L'être humain, tu ne vas pas. Quand tu vois un film, par exemple, tu ne vas pas comme ça. Non. Tu dois bouger les yeux ou non? Oui. Ah bah oui, tu bouges les yeux. Pourquoi tu bouges les yeux? Parce que tu vas être attiré par certains... Par d'autres objets. Exactement, ce qu'a dit le camarade. Par d'autres objets qui est représenté dans l'image. Hein? D'accord? On appelle ça la science. La science. On a des modèles de science qui permettent de calculer, quand on voit une image, on peut savoir si c'est cette partie de l'image ou celle-là qui va attirer l'attention visuelle. Alors ça aussi, c'est tout un domaine aussi de recherche qui est appliqué aussi à l'informatique graphique. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont appliquées à l'informatique graphique. Donc, on va continuer. Donc ça, je vais être... ça, c'est l'interaction à l'intérieur d'un objet. Vous voyez, ça, c'est ici, ce que j'ai mis ici, c'est qu'un objet est défini par sa BRDF, Bidirectional Reflection Distribution Function. C'est la réflectance bidirectionnelle. Par contre, un objet comme la peau ici, il est défini par une réflexion sous-surfacique. Et un milieu volumique, il est défini par d'autres paramètres. D'accord? Et on a ça, avec tout ça, on peut générer des images de synthèse. D'accord? Et il me reste 20 minutes. Donc voilà, ça c'est la BRDF. Alors, regardez la BRDF ici, je reviens en arrière ici, vous voyez ici. Oui. La lumière, elle arrive ici. Donc, on considère une incidence, une direction d'incidence. Une lumière qui arrive elle est réfléchie dans une direction, là ou là, et on veut calculer ce qui est réfléchi. D'accord. Donc, ce qui est réfléchi, donc on va aller vite. Okay. Donc là, je ne rentre pas dans les formules et tout ça, hein, donc après, je peux discuter avec vous. Donc voilà, par exemple, des réflectances différentes de matériaux. Regardez ce qui est blanc ici, c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. Un objet qui est réfléchissant, vous allez voir une tache très forte de blanche. Un objet qui est mat, on n'a pas de tache comme celle-là. Il n'y a pas de tache. Ok?
Alors voilà, ça c'est des milieux qu'on appelle ça semi-transparent, structured by surrounding media. C'est le même modèle volumique comme la fumée, le feu, le brouillard, etc. etc. Donc ça, vous voyez ici à l'intérieur, là aussi, on peut modéliser mathématiquement et on peut calculer ce qui rentre dans un milieu comme ça, ce qui est diffusé un peu partout et ce qui se ressort. Ça, on est capable de le faire. Je vous montrerai une vidéo tout à l'heure. Voilà, ici, regardez, ça rentre, ça va partout, ça s'est réfléchi plusieurs fois, et hop, le rendu, ça vous donne ça. Okay. Alors ça, c'est tout à l'heure, comme je vais montrer la peau, regardez la peau, là, regardez, ça rentre à l'intérieur, et regardez, ça rentre ici, là, et ici, là, et ça ressort dans d'autres directions, ici, dans un autre endroit, hop, ce qui ressort ici. Donc il y a une relation entre ce qui sort et ce qui rentre au niveau flux lumineux. Alors je ne rentre pas dans le détail parce que là, quand on fait du rendu, on utilise des grandeurs photométriques, hein, c'est-à-dire un flux flux lumineux, émis par unité de surface, hein, ou bien un flux par unité d'angle solide, c'est-à-dire dans une direction donnée. Donc c'est ce qu'on appelle la photométrie ou la radiométrie. Hein. Donc on ne calcule pas comme ça, tout a une grandeur physique. Hein. C'est qu'à la fin qu'on calcule l'image, on convertit en image de synthèse, et voilà, donc ça, voilà. Il faut que j'arrive un peu, hop. Là aussi, bon, là j'ai une vidéo sur les feux, mais je pense que j'ai pas le temps, parce que je vais parler du rendu. D'accord? Et maintenant, on a défini la géométrie, l'aspect des matériaux, les sources de lumière aussi. Hein. On peut calculer des sources compliquées, hein, qui sont surfaciques, ponctuelles, directionnelles, etc. Et voilà, ben, là, pour définir, ben, je voulais vous montrer juste la caméra, l'appareil photo, ou la caméra. Vous voyez, elle a un centre optique. La caméra ici, okay, l'axe de la caméra, et vous voyez ici l'écran de la caméra, qui est divisé en pixels. Faire du rendu, donc cette caméra-là, elle est placée dans le monde virtuel, dans lequel vous avez placé votre géométrie, votre scène, d'accord? Et puis après, vous allez la placer n'importe où. Si je la place comme ça, je vais calculer l'image de ça, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Regardez là. Si je trace un rayon qui part du centre optique de la caméra à travers un pixel, ce rayon-là va intercepter la scène en plusieurs points. D'accord? On garde de quel point? Voilà, comme l'a dit l'affaire, c'est celui qui cache les autres, c'est-à-dire le premier point visible, hein, dans la direction du rayon. Voilà, si je regarde ça, je prends le premier point. Et ce point-là, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je le vois, donc je vais calculer l'intensité lumineuse, et en radiométrie, photométrie, on dit la luminance. Hein? La luminance. En anglais, on dit radiance ou luminance. Ça dépend si on est en radiométrie, photométrie. Quelle est la différence? La radiométrie, c'est l'étude des spectres, quel que soit. Infrarouge, etc. Il n'est pas visible, infrarouge, le visible, hein, tout. Et quand on parle de photométrie, on s'intéresse uniquement aux longueurs d'onde visibles. D'accord? 380 nanomètres jusqu'à 780 nanomètres. C'est ça le monde visible. D'accord? Alors, voilà, donc ici on veut calculer une image de synthèse, c'est quoi? Donc c'est pour chaque pixel, on lance des rayons, on regarde un peu quel est le point visible, et puis après on va calculer un peu l'intensité lumineuse ou la luminance de ce point visible ici. Donc et on parcourt tous les pixels. D'accord? Ici, voilà, donc vous avez une fois qu'on a tout fait ça, donc qu'est-ce que c'est? On a obtenu ce qu'on appelle, bon, on appelle intensité, mais le vrai terme, je vous ai dit, c'est une luminance, radiance, luminance en anglais. Et puis après, voilà, donc on a calculé. Cette intensité-là va prendre en compte les réflexions des objets, etc. On va voir ça tout à l'heure. Donc, pour calculer l'image de synthèse, on peut utiliser ce qu'on appelle le lancer de rayons, ray tracing. D'accord? Vous allez voir, ça c'est très intéressant parce qu'on peut utiliser aussi des techniques stochastiques. En Monte Carlo, on va voir pourquoi. Okay? Donc, alors, je laisse tomber ça. Hein? Donc, mais il faut qu'on utilise aussi un modèle d'éclairement, hein? Shining model, un modèle d'éclairement, qui va nous dire, voilà, étant donné une source de lumière ici, on a un point, la source éclaire ce point-là, qu'est-ce qui est réfléchi vers moi à travers un pixel? D'accord? Donc ça, c'est un modèle d'éclairement qui me dit, voilà, l'éclairage direct, mais aussi l'indirect. D'autres objets éclairent ce point-là.
pas uniquement les sources de lumière. D'accord? Alors, après ça, vous allez voir, ici, quand on fait du rendu ici, on calcule une image de synthèse, mais dont, on appelle ça la luminance, donc elle est entre 10.2 à 10 puissance 4. L'œil est très fort, il y a une différence. Mais quand on veut calculer une image de synthèse qu'on veut afficher sur un écran c'est limité, c'est chaque point, chaque pixel, chaque composante bleu est défini par 256 valeurs. Donc on n'a pas tout cet intervalle variationnel, d'accord? Donc on obtient une image qui a une gamme de luminance très forte, on appelle High Dynamic Range, HDR. Donc il faut convertir cette image HDR en image affichable sur un écran qu'on appelle LDR, Low Dynamic Range. Donc vous voyez, il y a plein de choses, la perception visuelle, hein, ce que perçoit l'œil, quelle est la longueur d'onde, etc., etc. Donc là, je vous ai dit, je vous donnerai les slides. Donc voilà, on doit positionner la caméra, on doit associer donc une apparence aux objets, placer des sources de lumière, placer la caméra, et puis après on lance le modèle, le programme de rendu. D'accord? Et là j'arrive. Donc qu'est-ce que c'est rendu? Je vous ai dit qu'on trace des rayons du centre optique de la caméra ici, à travers chaque pixel, et en chaque point visible, on va calculer tout ce qui arrive à ce point-là par un éclairage direct et indirect. Hein? Donc, on utilise souvent ce qu'on appelle le ray tracing, le tracé de rayons ou le lancer de rayons. Ici, voilà, donc je vous ai simplifié rapidement qu'est-ce que c'est que le lancer de rayons. Regardez, ici. Je trace un rayon à travers chaque pixel. Ce rayon intersecte la scène en plusieurs points, je garde le plus proche. Puis après, par exemple, ce point-là est éclairé par les sources de lumière, je calcule ce qui est réfléchi en éclairage direct que j'associe au pixel. Mais c'est pas si évident. D'accord? Alors, d'après vous, ça c'est quoi? Ça. Plus jeune, toujours. Hein. Qu'est-ce que ça représente? Exactement. C'est un rayon lumineux indirect, c'est-à-dire que ce point-là, regardez, il est éclairé par la source. La source éclaire ce point qui réfléchit ici, et ce point-là, qui est réfléchi à nouveau. Donc on voit bien ici que ce point-là est éclairé directement, donc on a une composante qu'on appelle directe, mais là une composante indirecte, regardez, ce point-là, qui est éclairé par la source, il va réfléchir dans cette direction, et puis la lumière qui arrive ici est réfléchie par cet objet-là. Là. Donc ici, il y aura un éclairage dû à la source, et un éclairage dû à ce rayon lumineux. Est-ce que c'est clair ça? Non. Chaud. Je regarde un point là. Le néant, il va l'éclairer. D'accord avec moi? Il va l'éclairer, mais le point, il va réfléchir la lumière vers moi. Ben ça. Le néant, il éclaire la table ici. Elle va réfléchir vers le point que je vois. Et ce point va réfléchir ce que lui a apporté ce. Ça, c'est indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas directement de la source. C'est par les autres objets de la scène. Donc, c'est ça qui demande beaucoup de calcul. Parce que, regarde, je vois un point ici. D'accord? Donc, les sources l'éclairent. Mais, si je lance beaucoup de directions dans toutes les directions, donc chaque direction va trouver un objet qui va contribuer à l'éclairage. Donc, pour calculer l'éclairage indirect, il faut que je vois combien de rayons? Beaucoup. Millions. Ça, on n'en voit pas millions parce qu'on a des techniques stochastiques, probabilistes et tout ça qui nous permettent moins. Donc, je parlerai tout à l'heure. Alors, il me reste 5-8 minutes. Voilà, on va aller vite. Voilà, parce que j'ai pas le temps. Donc, vous avez compris à peu près. Regardez à peu près le lancer de rayon. Ici, regardez. Pour chaque pixel de coordonnées x, y, je calcule une direction qui est là. Voilà, ce pixel-là. Et je calcule, donc, j'ai l'origine du rayon. Okay, et puis, je fais appel, donc, à une fonction qui est récursive qu'on appelle raycast. Okay? On lui envoie comme paramètre le rayon, la scène
et la profondeur. Parce que, pourquoi? Parce que quand je vois un point ici, il est éclairé par points. Il y a un chemin de lumière ici. À ce moment, il faut s'arrêter. On arrête quand il y a la longueur du chemin de lumière à 6, 7, sinon c'est très coûteux. Okay? Donc voilà, en gros, c'est ça. Et après, donc voilà, en gros, voilà. Donc comme c'est récursif. Récursif, pourquoi c'est récursif? Parce que regardez, quand je lance Raycast, je lui dis voilà, l'origine de rayon est là, la direction est là, calcule-moi l'intensité ici. Il va me dire, bah, l'intensité ici, c'est l'éclairage direct, plus ce qui vient de cette direction-là. Donc j'applique, donc je fais ici, hop, plus, donc ça c'est le direct, plus ce qui vient de la direction réfléchie, U, elle est là, d'accord? Je dis maintenant la direction n'est plus R, c'est-à-dire ça, mais c'est U, d'accord? Et donc ça veut dire que ça va me calculer l'intensité de ce point-là. Mais c'est récursif, parce que celui-là aussi il est éclairé par ce point, par ce point, par ce point, et ce point. C'est récursif, d'accord? Alors voilà, donc c'est assez coûteux, puis il y a des techniques d'accélération, et on a beaucoup de techniques qui permettent d'accélérer. Donc vous voyez, on a multiples réflexions et multiples réfractions, parce que là, ce qui est marqué ici, c'est pas uniquement, donc, vous voyez, ici c'est le réfléchi, et le V c'est réfracté. Si l'objet est ici, on a une réfraction. Donc, en gros, donc c'est récursif, c'est coûteux en termes de calcul, mais on sait réduire les coûts de calcul. D'accord? Alors, voilà. Alors là, bon, voilà, je vais passer vite, je vais juste montrer. Parce qu'on n'a pas le temps, il me reste 3-4 minutes, hein, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc, tout ça, c'est. Voilà, regardez. Ici, je vois, par exemple, si je regarde ce point-là, avec une direction grand θ, d'accord? Alors, je vais lancer, on appelle des rayons vers les sources de lumière pour calculer l'éclairage direct. Il n'y a pas que ce point-là, il y a ce point, ce point, ce point. Et la contribution de tous ces points-là sont définis par, on les génère, ces points-là, de manière aléatoire, selon une loi de probabilité. Donc après, on applique un estimateur, avec Monte Carlo, pour dire, voilà, comment estimer tout ce que m'apportent les points de cette source de lumière. Mais il n'y a pas que l'éclairage direct, il y a l'éclairage indirect, d'accord? On va voir. On va voir ça. Donc vous voyez bien ici, dans un point, on peut choisir des directions. Le point là, quelques directions, selon une loi de probabilité. Ça, c'est une loi uniforme 1 sur 2pi. Ça, c'est une loi en cosinus. Alors tout ça, ça s'explique. Donc on va s'intéresser à échantillonner les directions incidentes autour de la normale, et etc. etc. Donc, voilà. Je vais aller vite, donc je ne peux pas vous regarderez les transparents, et puis je suis là pour vous. Ici, ces jours-ci, pour discuter avec vous. Voilà. Voilà. Je voulais vous montrer juste cette vidéo-là, et puis après je vais conclure. Je peux hein? Okay. Ça a été fait par un de mes étudiants il y a un certain temps. Donc ça, c'est l'architecture, c'est une méthode qui permet de calculer des multiples réflexions dont je vous ai parlé, hein, mais pas basée dans ces rayons. Donc c'est une autre méthode qui consiste en fait à, quand vous avez un objet, on le maille, hein, on le divise en petits triangles, et puis après on a un système d'équations qui dit voilà, chaque maille va interagir avec une autre maille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a un système d'équations qu'on va résoudre. Mais grand, on a des techniques rapides. Pourquoi un système d'équation? Parce qu'une maille va éclairer une maille, qui va éclairer l'autre, qui va rééclairer cette maille-là, d'accord? Et donc on sait le faire, on sait résoudre ça rapidement. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait sa thèse en parallèle chez nous, et dans le centre scientifique et technique des bâtiments, qui s'intéresse beaucoup à l'éclairage, à Nantes, en France. Okay? Donc voilà, je vais juste aller à la conclusion, puis je vais aller à la conclusion. Voilà, donc ça, hop, ça, je voulais, voilà. Je conclue. Conclue, c'est que dans le domaine de l'informatique graphique, vraiment on se base sur la physique.
Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est quoi un spectre de lumière? Qu'est-ce que c'est que les réflexions, une transmission, une diffusion à l'intérieur d'un milieu volumique, etc. Donc ça fait appel à beaucoup de choses. Pour programmer ça, souvent on fait du parallélisme aussi. Hein. En parallèle, on programme des cartes graphiques en parallèle. Et puis après, donc, on utilise beaucoup de maths, dans certains cas. Donc il y a vraiment c'est très intéressant. Le GPU, les notions de mathématiques. Donc quand on parle du graphisme, c'est une matrice. Donc sincèrement, ça va rentrer dans le domaine de l'algèbre, la probabilité, les statistiques. Donc ma question, donc j'ai beaucoup de questions, mais nous sommes limités par le temps. Donc je vais poser simplement 2 questions. Est-ce que vous utilisez le deep learning dans vos travaux de recherche? Et ma deuxième question, lors de vos exposés, vous avez exposé l'image dans le slide numéro 6. Vous avez dit que l'image, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Donc, dans le réseau de neurones, dans le deep learning, il existe beaucoup de types de réseaux. Donc, les plus célèbres, c'est les CNN, de Convolutional Network. Et l'autre type, la deuxième question concerne les GAN, de Generative Antagonist Network. Donc, ce type de réseau, pour ne pas entrer dans les détails, il est constitué de deux réseaux qui sont opposés. Donc, le premier réseau fait rentrer une image et il va générer une autre image. Donc l'image qu'il va générer tellement qu'elle est parfaite qu'on n'a pas l'aspect visuel fort pour dire si elle est parfaite ou non, ou si elle est réelle ou non. Et le deuxième réseau qui travaille en parallèle avec le premier, c'est lui qui va nous dire si l'image montrée elle est réelle ou non. Donc est-ce que vous utilisez ce type de réseau dans vos recherches? Et merci. Alors c'est effectivement, dans le rendu actuellement, beaucoup de gens commencent à utiliser ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je vais en parler quand même. Je connais un petit peu. Hein. J'ai lu tout ça. Et j'ai même des transparents que je peux vous envoyer d'un collègue allemand que j'ai trouvé intéressant, qu'il a fait dans une conférence. Effectivement, maintenant, il y a beaucoup de travaux qui utilisent les GAN, par exemple, le CNN, Convolutional CNN Neural Network. Okay. Donc beaucoup de gens l'utilisent actuellement. Donc je pourrais vous donner même les transparents, je les ai ici. Alors, mais je ne peux pas vous dire plus, parce que c'est mieux que ce qu'on fait, mais je pense, moi j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que nous on utilise des réseaux de neurones, mais pour autre chose. Les réseaux de neurones qu'on utilise, par exemple, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, rappelez-vous bien, est-ce que vous vous rappelez quand j'ai parlé de HDR, High Dynamic Range? D'accord? Quand on fait une image de synthèse, on fait de la simulation d'éclairage, on calcule des choses bien précisément. Donc la gamme de luminance va de 10-2 à 10 puissance 4-. Vous voyez la différence? Donc on appelle ça High Dynamic Range. Donc la dynamique là est très grande. Donc il faut la convertir en LDR pour pouvoir la visualiser sur un écran. Et là, nous on a travaillé sur ce qu'on appelle... Ah non, on a fait l'inverse, pardon. On a fait l'inverse, on est parti d'une image de synthèse classique, une image classique, une photo avec un appareil photo, on l'a transformée en HDR, elle était LDR, et là on utilisait des réseaux de neurones que nous avons soumis à l'application. Mais ce que vous dites, exactement, ça existe maintenant, et il y a beaucoup de travaux qui sont faits, hein, et using les GAN. Donc actuellement, c'est beaucoup utilisé, mais je ne peux pas vous dire, parce que je suis pas un expert, mais ça m'intéresse, je vais regarder ça. Et je peux vous donner ça, si ça vous intéresse. J'ai les transparents du collègue allemand. On passe à une autre question. L'exposé clair. J'ai premièrement une petite remarque par rapport au GAN. Pardon, professeur Babahmoud Mohamed Chouaoui de l'Université de Biskra. Donc, j'ai un premier réflexe qui me vient, puisque pratiquement l'informatique est beaucoup présente dans ce qu'a exposé. Je pense que, puisque là on se pose la question, il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, finalement, où est-ce qu'intervient l'informaticien, etc. Donc il y a beaucoup de choses, l'apprentissage, pratiquement à partir de 2018, je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui se font, et c'est l'utilisation surtout des GAN et l'utilisation de tout ce qui concerne le deep learning. Bon, je vais revenir dans mon exposé sur ça. Je vais présenter des travaux très récents qu'on est en train de mener à Biskra. Ma question,
c'est justement de voir finalement quelle est la relation pratique entre computer graphics et la réalité virtuelle. Exactement où on intervient, puisque je ne sais pas, par rapport au temps, c'était un petit peu... Oui, alors je vais répondre à la question, puis après, rappelez-moi, j'ai besoin de dire quelque chose à monsieur qui a posé la question. Juste après, pas calmer. Pour moi, ce que je sais, ça va. Non, pour moi, quand tu fais de la réalité virtuelle, il te faut des images, il faut les calculer et les afficher sur ton casque. Quand tu n'as pas il faut calculer des images de ton environnement virtuel. D'accord? Rachid, tu peux m'interrompre si tu veux. Oui. Donc, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est des images très réalistes. Des fois, on ne sait pas les gérer sur un casque parce qu'il faut du temps réel. C'est ce que je parlais un petit peu hier. Et donc, dans ce cas-là, il faut réfléchir à des méthodes. Et puis, travailler sur les niveaux de détail, ce genre de choses. Pour que ce soit à la fois un compromis entre réaliste et temps réel. On sait faire, c'est-à-dire, il y a deux choses. C'est une bonne question, Rachid. Soit on fait une simulation d'éclairage à fond, et là, effectivement, on fait de la bonne simulation, et on sait, on est capable de le faire. Mais c'est coûteux, tu as raison. Par contre, on peut faire des approximations bonnes. Ce n'est pas uniquement de l'éclairage direct, on doit approcher pas mal l'éclairage indirect. Ça, on sait le faire. Voilà. Bon, juste, monsieur, là, pour revenir au GAN. Au GAN, et voilà, on utilise beaucoup les GAN, parce que quand on fait du réseau de neurones, on a besoin de la vérité terrain. Hein? On a une fonction d'optimisation, on appelle loss function, d'accord? Et là, on veut entraîner le réseau. Mais quand on n'a pas la réalité virtuelle, heureusement qu'il y a les GAN qui sont là. Les GAN vont nous permettre de résoudre le problème quand on n'a pas de réalité, de vérité terrain. Et là, il y a pas mal de gens qui travaillent sur ça, justement le GAN. C'est une très bonne question. J'ai assisté à une conférence en fin avril, c'était en France, européenne, et puis il y a eu tout un cours sur les GAN. Et je l'ai ici. Donc, si vous avez intérêt, je peux vous donner tout ça. Merci. Voilà, mais c'est une très bonne question. Merci pour votre question. S'il vous plaît, présentez-vous, vous pouvez poser la question. Est-ce que je peux parler en anglais, s'il vous plaît? Ouais. Non, je suis busy. Ça va fort. Right. Okay, so I'm Intisar Sharif, a PhD student in Biskra University. Thank you so much for the rich information. So I want to talk about realism. Actually, when we say virtual reality, we always hear about realism, like realistic environments. But for now, I'm actually working on haptics. So do you think that if we integrate other senses in virtual reality, like haptics, maybe smell in the near future, integrate other senses, other senses, like human senses, like, I don't know, smell, haptics, for example, we won't actually focus on like increasing the realism of the 3D environment. For example, if you have like a table, it's not that realistic in the virtual environment, but we can actually touch it. Or for example, when we are in a kitchen, it's not that realistic, but we can smell the food and we can touch it. Maybe we won't actually need to increase that much of realism. Do you think that, or that would be possible? No, realism. Alan? After conflict. Okay, great, thank you. Who are you talking about? Multisensory. Virtual reality. Your micro, s'il vous plaît. Yes, if you will talk about multisensory virtual reality, okay? And you're right, because it depends on application. Maybe we don't need realism regarding the image, okay? We don't need multisensory, not the smell and so on. You will talk about that, just, but he was not as good as me was speaking. No, understand? No, okay. Non, mais c'est une bonne remarque.
It's a very good remark, and Alan will talk about that. And maybe we talk about one or two. And also, Paul will talk about that. Last day of this. Okay. Mr. Rachid, you have any questions? Une dernière question, d'accord? Thank you, Prof. Bratkosh, for your presentation. Professeur Roumari, actuellement dans l'Université Orana. J'ai vu donc votre slide, vous travaillez donc c'est la 3D image, et je vois beaucoup d'applications. Mais je suis un peu curieux de voir si vous vous intéressez à la vidéosurveillance, parce que je vois la 3D mobile. Et quelles sont la nature des images, comment vous, si vous vous intéressez, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le domaine de la nature des images, si vous traitez des scènes de vidéosurveillance? Je ne fais pas de la vidéosurveillance, mais si vous faites la vidéosurveillance des images réelles, d'accord? Donc on a des caméras qui captent, c'est ça? Alors maintenant, ce qu'on peut faire, un petit peu, on peut par exemple analyser les images, une vidéo même. On peut analyser, on peut même reconstruire, qui est la scène qui est vue par la caméra pour voir si les objets étaient déplacés, etc. Mais ça, c'est la vision par ordinateur. Je pense que je sais faire ça aussi. Je sais faire ça, on a travaillé un petit peu. En fait, quand on a une vidéo, on peut, vidéo ça veut dire qu'on a plusieurs images. Si on a plusieurs images, on peut faire une reconstruction 3D. Et là, d'un instant à l'autre, le modèle 3D, on a un objet, bah, s'il bouge, il y a quelqu'un qui va voler ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas du computer graphics, c'est de la vision par ordinateur. Mais je sais faire. On va travailler. Parce que généralement, quand on parle d'image, il faut juste préciser, est-ce qu'on est de l'image vers le modèle des objets ou du modèle d'objet vers les images. Là, plutôt, Radi, il a parlé plutôt de... Je pars d'un modèle et je dois créer des images pour qu'on puisse les voir de la manière la plus réaliste. La vidéosurveillance est un petit peu un domaine à part. Un domaine à part, donc c'est la vision, c'est l'image processing, voilà, c'est genre de choses. D'accord. Non, il y en a fini, on va finir. Donc, en fait, c'est, franchement, hein, je peux vous dire, je ne suis pas un spécialiste vision, mais j'ai travaillé un petit peu sur ça, c'est pas compliqué. Hein? Là, on peut refaire certaines applications. Pour faire reconstruire en 3 dimensions, etc. C'est pas vraiment... Ah oui. On fait des movies. C'est le film. Ah oui, c'est ça. S'il vous plaît, non. Oui, on fait des movies, c'est des films en fait. Des films, on part parce que c'est des films. Je pense que... il y a des films... on va s'en venir. Merci beaucoup, professeur.